C'est presque avril, on commence vraiment à avoir hâte à la fin de l'année scolaire, mais c'est pas encore terminé. Il reste certainement encore des concepts à maîtriser. Alors, dans cet épisode, on va bouger non seulement pour grandir, mais pour apprendre avec nul autre que Eugénie Petitgros, orthopédagogue internationale, vous comprendrez sous peu, qui nous donne des idées pour intégrer du mouvement dans les apprentissages des petits, mais aussi des plus grands. Et aussi, bon, à savoir, après l'épisode, rendez-vous dans les notes sous le podcast parce que je vous ai placé un lien vers une vidéo que Eugénie vous a préparée pour nous démontrer certaines des stratégies qu'elle va nous présenter. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Ben bonjour Eugénie, bienvenue au podcast Bouger pour grandir. Tu nous rejoins de loin aujourd'hui. Bonjour Josiane, je vous reviens de l'Asie. Dans quel pays exactement? Alors là, ce sont les Philippines maintenant et un peu plus tôt, c'était le Japon. Oui, tu t'es promenée beaucoup, hein? Tout à l'heure, je suis allée faire une petite visite de ton compte YouTube et j'ai vu quelques vidéos et tu sembles t'être promenée pas mal euh, dans l'Asie, c'est ça? Ouais. Alors, j'ai commencé après être partie du Québec, effectivement, que je suis partie en Amérique du Sud, en Australie, puis j'avais fait aussi un petit séjour de voyage humanitaire en Afrique, travaillé aussi à Toulouse en France. Et là, ben oui, l'Asie, j'aime beaucoup, ouais. Wow! Bien, on est content de t'avoir avec nous aujourd'hui pour nous. Pour toi, c'est en soirée hein, que tu enregistres, alors merci. Pour partir le sujet, peut-être que tu pourrais nous faire un peu de pub pour l'orthopédagogie parce que le podcast est écouté dans plusieurs pays du monde et c'est pas tous les pays qui ont ce métier-là ou ce métier-là nommé de cette façon-là. Alors, c'est quoi un orthopédagogue et comment ça aide les enfants en lien avec leurs apprentissages? Quand je décris ce que c'est l'orthopédagogie, je dis que c'est de redresser les apprentissages. Simple comme ça, dans le sens où on est un spécialiste en éducation, donc c'est ce qui est complémentaire à la santé, si on veut, mais on est du côté de l'éducation en collaboration avec les enseignants. On souhaite que les élèves, nous, notre rôle, c'est de pallier les difficultés qu'ils peuvent avoir pour qu'ils puissent suivre dans leur cursus et qu'ils puissent être fonctionnels avec eux-mêmes. Et puis, bien sûr qu'on a plusieurs petites tâches de dépistage, d'intervention, d'évaluation. Donc, nous, ce qu'on souhaite en orthopédagogie, c'est de s'assurer que les élèves continuent d'apprendre avec leur profil d'apprenant. Alors moi, j'ai travaillé avec plusieurs orthopédagogues et parfois l'orthopédagogue est même l'enseignant principal dans certaines classes d'adaptation scolaire. Parfois, il travaille dans un milieu scolaire pour effectuer tout ce que tu viens de décrire et parfois l'orthopédagogue travaille aussi à l'extérieur du réseau scolaire pour soutenir dans un contexte privé les jeunes qui en ont besoin. Tout à fait. C'est vraiment un milieu très diversifié. Effectivement, que ça peut être dans des milieux même, je dirais, très complémentaires à ce que tu as dit, carcéral, ça peut être dans des foyers. C'est vraiment tout ce qui est hors apprentissage typique, en fait. Donc, bien sûr que ça peut être des enfants qui sont dans des classes normales. On a beaucoup d'élèves comme ça qui sont surtout là avec ce qu'on parle d'inclusion scolaire, mais ce sont des enfants quand même qui peuvent avoir des parcours dans leur journée qui est assez difficile. Ils accumulent un peu de retard ou ils ont des démotivations, ils ont l'estime un petit peu plus atteinte. Donc, nous, ce qu'on fait, ben, c'est justement ce qu'on va parler, c'est tout le côté ludique, interactif, pratique, d'être avec des jeux, de faire en sorte que les apprentissages soient un moment agréable, qu'ils puissent apprendre, mais avec eux-mêmes, donc d'apprendre dans le plaisir. Et souvent, le plaisir, quand on dit l'esprit, le corps, bien, ça passe par le mouvement. Ah, j'aime ça que tu nous lances directement dans le sujet. Donc, ce
qui fait partie de vos outils, finalement, c'est de s'adapter au profil de l'enfant et s'assurer que sa motivation intrinsèque, naturelle est sollicitée au service de ses apprentissages. Donc, c'est pas, heu, de reprendre exactement le même type d'enseignement de la même façon qu'on voit typiquement en classe. Donc, c'est une façon adaptée à l'élève de refaire ou d'aller plus loin dans un apprentissage. Tout à fait. Souvent, on va parler des fonctions exécutives. Donc, souvent, ce sont les enfants qui vont comprendre la notion, mais ils vont pas nécessairement transférer parce qu'on pose la question différemment de ce qu'on a appris en classe et lors de l'évaluation, c'est peut-être posé un petit peu différemment. Ou alors, donc, il y a plusieurs fonctions qui peuvent être atteintes, que ce soit de l'inhibition, que ce soit la planification, que ce soit la flexibilité cognitive. Et tout ça fait en sorte qu'en fait, lorsqu'il lit, par exemple, une consigne, la consigne suivante, il va peut-être refaire la même chose que celle d'avant. Donc, c'est des petites choses qui font en sorte que les résultats scolaires ne sont pas aussi hauts de tout ce qu'ils savent finalement. Donc, effectivement, qu'avec eux, c'est des choses qu'on va aller pratiquer pour qu'ils, heureusement ou malheureusement, rentrent un peu dans ce moule, en fait, parce que bien sûr qu'on est évalué à l'école et que ça passe comme ça avec des résultats. Mais ce sont des enfants qu'on aide. Alors, en orthopédagogie, on peut aider différentes, ce qu'on appelle de clientèle, donc des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage sans trouble d'apprentissage, peuvent avoir certains troubles d'apprentissage, que ce soit un TDAH, trouble déficitaire de l'attention, ou alors tous les troubles 10, bien sûr. Il y a aussi des élèves avec un haut potentiel, ça peut être des élèves avec de l'autisme, des élèves, parfois il y a des orthopédagogues aussi qui aident avec des élèves qui ont de la déficience intellectuelle. Mais voilà, donc c'est assez varié et on va faire ce que tu disais, je pense, par exemple, des apprentissages qui sont différenciés et on va aider les enseignants dans cette différenciation pédagogique-là et dans ces enseignements inclusifs, efficaces et inclusifs. Parce que ce qui est bon à un peut être bon à tous. Ouais, mais c'est clair et j'avais justement cette discussion-là ce week-end avec mon fils de 17 ans, comme quoi le milieu scolaire, enseigne pour un type d'apprenant. J'imagine ceux qui sont un peu plus aptes à apprendre d'une manière didactique. C'est sûr qu'il y a des variations, les sujets, les enseignants, les écoles, mais d'une manière générale, on est assis, devant un enseignant qui peut complémenter avec un peu de support visuel, mais on bouge pas trop pendant qu'on apprend et on est en mode réception auditive, principalement visuelle, mais les jeunes qui, eux, apprennent mieux dans l'action, dans le mouvement, ceux qu'on appelle les apprenants kinesthésiques, hein, c'est ça qu'on dit comme terme, ben ils sont un peu désavantagés dans ce milieu d'apprentissage-là et c'est comme tu disais, peuvent-ils, ces jeunes-là, se retrouver en situation de défi d'apprentissage parce que le mode d'enseignement n'est pas adapté à leur mode d'apprentissage, mais en fait, ils n'ont pas de défi d'apprentissage. Si on changeait le milieu complètement, si on était à temps plein dans un milieu actif ou avec un orthopédagogue qui adapte tout en fonction de ce que moi j'ai besoin, j'apprendrais peut-être aussi bien, sinon mieux que mes pairs. Tout à fait. Non, mais il y a de très bons enseignants qui se cassent la tête à vouloir vraiment enseigner à tous. Et c'est vrai qu'il y a toute une dynamique de gestion de classe, mais effectivement que les orthopédagogues des milieux scolaires viennent justement faciliter cette mise en œuvre des pédagogies plus inclusives, d'avoir des outils technologiques pour aider à la lecture et l'écriture notamment, d'apporter un peu de matériel, mais de toute cette gestion, un élève avec peut-être plus d'impulsivité, beaucoup de facteurs à prendre en compte dans une dynamique de classe, mais effectivement, bien sûr que moi aussi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut mettre du mouvement à certains moments, que ce soit l'apprentissage des syllabes, on peut sauter pour manipuler, on va en parler, je pense que tout à l'heure, mais je suis bien sûr dans cette vision-là. On peut pas parler de seulement une personne qui va être seulement visuelle ou seulement auditive, ça, c'est un tout en fait. Voilà, donc la personne va bien sûr être en prise de notes, ça va peut-être l'avantager, le visuel par exemple, d'avoir des diagrammes, d'avoir des schémas. Et puis lui qui est plus auditif, bien sûr, il va peut-être s'enregistrer lorsqu'il révise. Il va peut-être passer plutôt par des discussions, les communications orales, mais il n'est pas seulement à l'oral, il n'est pas seulement visuel. C'est vraiment un tout et c'est ça quand on parle là, des neurosciences, plasticité
activité cérébrale ou en tout cas, on est quand même dans un tout et il faut tout solliciter et rentrer dans une diversité. Souvent, pour les enseignants, on va parler de diversifier, par exemple, l'enseignement, donc coopératif, d'avoir des classes inversées. On va varier la manière aussi dont on va enseigner. Est-ce que c'est du socioconstructivisme? Est-ce que on va amener différentes dynamiques selon le contenu qu'on veut faire passer, pas seulement d'une seule manière. Comme ça, on va aller rejoindre à certains moments les forces de chacun selon la manière dont on va aborder le contenu. Oui, et toucher les forces sensorielles de chacun. Donc, comme tu disais, peut-être qu'on gravite davantage pour recevoir de l'information par un sens, mais c'est dans le multisensoriel. Plus on va toucher de canaux sensoriels, plus on a de chances que ils se rejoignent. Donc, on apprend par les deux bouts ou les trois bouts. Oui, on optimise les chances d'apprendre et de retenir de différentes façons en allant chercher différents types d'enseignements. Tu as dit 2 mots qui, ont piqué mon intérêt. Est-ce que tu les définirais pour nous brièvement? Tu as parlé d'enseignement diversifié puis de Oui, oui, socio-constructivisme. oui. Alors, quand on parle de socio-constructivisme, donc on va donner l'opportunité aux élèves de construire leur savoir et souvent, on va le faire ensemble. Donc, en petits groupes, par exemple, on va les mettre sur un thème, que ce soit en histoire ou en sciences ou ça peut même être en mathématiques. On fait une opération au tableau, puis on leur demande quelle est la règle, par exemple. D'après vous, ça peut être en grammaire. Et ensemble, ils vont essayer de trouver et il peut avoir plusieurs solutions finalement et ensuite ils vont aller le présenter devant et comme ça, on construit notre savoir. Donc, c'est pas seulement l'enseignant qui sait, mais il va guider à ces savoirs-là. Donc, ça va aller rejoindre certains élèves et souvent, quand ils sont en petits groupes, en fait, on va aller chercher les forces de chacun. Donc, celui qui est bon plutôt pour écrire, construire des phrases, lui qui est vite, qui a des idées, mais il arrive peut-être pas à le mettre à l'écrit. Finalement, on est plus fort en groupe, en fait, hein, c'est ça. Donc, si on fait juste nous donner le contenu, certains élèves vont l'absorber, ce contenu-là. D'autres, ça va passer et puis ils n'auront pas eu cette opportunité-là de l'ancrer pour le long terme. Merci, c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup ce concept-là et ce mode d'enseignement-là que nous, dans ma génération, en tout cas, on n'a pas beaucoup eu. Mais je trouve ça vraiment riche. Alors, super. On pourrait poursuivre parce que nous, ce qui nous intéresse dans cet épisode-ci, c'est de parler de l'apport des activités qui bougent. Hein, on peut bouger avec tout notre corps, donc peut-être faire des apprentissages à travers des activités de motricité plus globale et de motricité fine aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça peut aider un enfant à apprendre et à se motiver pour faire les apprentissages? Tout à fait. Donc, effectivement, il y a une motricité un peu plus globale. Donc, ça pourrait être, par exemple, tout à l'heure, on parlait de sauter, danser. Donc, d'associer, par exemple, des poèmes. Certains, selon les systèmes éducatifs, on demande parfois aux enfants d'apprendre des poèmes, en tout cas dans le système scolaire français. Et c'est très, très difficile pour certains élèves. On peut le danser, on peut le mimer, le vivre, en fait, associer un peu des gestes. Autant que je dirais sur des plus petites, donc, portion du corps, si on va en motricité plus fine, que ce soit, par exemple, en apprendre les lettres. Alors, ça peut être avec les lettres, bien sûr, Montessori rugueuses. Ça peut être d'avoir, bon, il y a tout ce qui est du découpage. Ça peut être un élément très motivateur, en fait. Ça va rejoindre certains intérêts de d'autres enfants de manipuler des petits objets, donc des lettres plutôt que de les écrire. On va passer par des aimants, des autocollants. Donc, on utilise plusieurs petits matériels. En fait, c'est que ça va favoriser l'intérêt. On va être dans une dynamique motivante et c'est ce qui fait en sorte que l'information va rester sur le long terme et va être associée à du plaisir et l'enfant va vouloir le refaire, va vouloir qu'on lui en reparle. On va pouvoir restituer cette information-là à un autre moment. Ah, te souviens-tu que... mais j'insiste aussi sur le fait que lorsqu'on bouge, bien sûr qu'on va certainement s'en rappeler, parce que le corps aussi, c'est une mémoire. Le corps peut être aussi une des forces des élèves, mais c'est éphémère à un autre niveau, si on veut, parce que c'est pas un écrit. Donc, souvent, on va prendre une photo, on va faire un petit carnet, un petit QR code qui va nous rappeler à cette vidéo-là, parce qu'on veut avoir quand même une référence pour pouvoir
le remémorer ou le répéter ou le transférer ensuite vers une dynamique qui est de moins en moins mouvementée parce qu'effectivement, dans la classe, si tout le monde se met à bouger, bon, peut-être que Oui. l'enseignant va trouver. Donc, voilà. Donc, partir plus grand, mais puis après, essayer d'être en imagerie mentale. Donc, c'est un petit peu l'objectif transition. Bien, en fait, les sportifs font ça, donc ils connaissent leur sport, mais ensuite ils visualisent, comment ils bougent ou ils accomplissent, leur sport et selon, je crois, les études, c'est que ça a presque autant de valeur que une pratique en réel aussi, donc de le faire initialement dans le vrai mouvement, puis ensuite revoir dans sa tête. Donc ça marche aussi pour, par exemple, apprendre l'orthographe, des mots de vocabulaire. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, l'apprentissage des mots de vocabulaire, souvent, alors on va partir, on dit, tu sais, de le tracer en l'air, mais en fait, souvent, pour les petits, en tout cas, on va partir sur un univers qui va être dans les intérêts de cet enfant-là, s'il aime les licornes ou s'il aime les fées ou s'il est plus dans les super-héros. Oui. Donc, on va partir de l'univers de l'enfant. Et puis ensuite, ça va être soit une baguette magique ou ça va être ce qui l'intéresse pour rentrer. Puis ensuite, bien sûr, on va le faire tracer. Puis on peut même l'avoir, la baguette, pour de vrai au début. Et petit à petit, Oui. on la délaisse pour être avec son doigt. Et après, on rentre dans l'imagerie mentale, dans cette visualisation-là. On peut le visualiser, on peut le mettre à l'envers. Donc, mais bien sûr qu'on est en tout cas dans le toucher et dans les gestes au début. On peut même le tracer par terre. Ça peut faire des très grandes lettres par terre qu'on va marcher. Ça peut être le tracer dans du sable. Il y a beaucoup d'éléments comme ça à intégrer dans les apprentissages autres que d'entrer directement tout de suite avec le crayon. Ça peut être en pâte à modeler aussi. Des bonnes idées. Alors là, on explorait comment on fait l'apprentissage des lettres ou peut-être qu'on reprend la direction du tracé à travers, des petits mouvements globaux et fins. Et les fameux mots de vocabulaire là, pour retenir l'orthographe, comment on peut joindre du mouvement pour cet apprentissage-là? Savais-tu que l'Académie a créé un guide super pratique du développement moteur de l'enfant? Concrètement, c'est quoi? C'est une liste des jalons de motricité globale et de motricité fine, étape par étape, âge par âge. Alors, si tu ne l'as pas encore, viens rejoindre ma communauté et récupérer ton guide. C'est gratuit au josianecaronsanta.com/guide. Les fameux mots de vocabulaire là, pour retenir l'orthographe, comment on peut joindre du mouvement pour cet apprentissage-là? Alors, ça peut être, oui, du mouvement avec le corps, par exemple, l'associer. Je dirais s'il y a, par exemple, le EN, le AN, quelque chose. Donc, on peut avoir des histoires qui sont associées. Par exemple, il y a les histoires, on peut les avoir avec Raconte-moi les sons. On peut la lire, l'histoire. On a la petite image, mais on peut aussi le faire jouer à l'enfant si on veut. Le petit O du Père Noël, on peut le faire marcher, on peut le faire mettre ses mains sur le ventre, faire le O, des gestes avec les mains, en fait, pour les lettres. Donc, on peut imaginer aussi des dessins au travers du mot. Donc là, on est moins dans le mouvement très global, mais encore de dessiner au travers du mot. Donc, par exemple, coccinelle qui a 2 L, on peut aller faire la coccinelle avec les petites ailes. Mais tu sais, quand on est beaucoup dans le plaisir, quand on est beaucoup dans le jeu, on dégage cette hormone qui nous permet justement de pouvoir aussi libérer cette anxiété-là que certains élèves vivent lorsqu'ils vivent Mmh. des difficultés et qu'ils le savent et qu'ils ont des échecs. Ou bon. Donc, ça Oui. les calme aussi et ils rentrent dans cette dynamique de jeu et ils peuvent un peu mettre de côté cette pression qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est ça aussi qui est important avec, c'est du mouvement, c'est de la manipulation, mais c'est aussi du jeu et c'est cette dynamique-là qui est favorable aussi aux apprentissages. Donc, un jeu qu'il connaît bien, les jeux, par exemple, de serpent et échelle, les jeux qui vont lui permettre avec un pion, on lance le dé et on va aller parfois l'écrire le mot ou l'épeler. On peut l'épeler de différentes manières. Donc, on va jumeler cette visualisation-là, mais aussi avec l'objectif de gagner, qui est aussi très stimulante pour les enfants. Oui, moi, il y a 2 activités que j'ai utilisées avec, mes enfants. Mon fils qui
aime bouger pour faire les mots de vocabulaire. Donc, on avait un petit trampoline à la maison et on allait sauter sur le trampoline. Donc, le mot auto, c'était A-U-T-O. Et on reprenait jusqu'à temps que ça devienne automatique. Parce que pour planifier des sauts en même temps que j'épelle un mot, dans le fond, ça demande une bonne automatisation finalement de l'accès à l'image du mot parce que je dois contrôler mon corps en même temps et ça devient plus automatique, je trouvais. Puis un autre, on utilisait un ballon. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on épelait le mot à deux en se lançant le ballon. Donc, moi, je faisais A et là, je le lançais vers lui, il disait U, ça revenait T, O. Ça fonctionnait bien. Ça me fait penser aussi à tous nos élèves plus grands, là. Justement, on a tendance à penser que bouger, c'est juste avec les petits, mais pas du tout. Ouais, Ça me fait penser à toutes les lectures qu'on fait en les faisant marcher parce que, par exemple, pour tout ce qui est de la ponctuation, la lecture par groupe de mots, comprendre bien la structure, là, les syntaxiques, donc on fait marcher les élèves comme ça pour mieux comprendre. ouais. C'est très, très, très aidant, tout à fait. Donc, on marche en lisant le texte? Oui, alors Tout simplement? Ou est-ce qu'on fait des actions spécifiques, par exemple, quand on arrive à des ponctuations? oui, tout à fait, exactement. Lorsque tu t'arrêtes à une virgule, tu t'arrêtes. Puis quand tu es au point, tu t'arrêtes. Puis là, tu expliques un peu globalement ce que tu as compris de la phrase. Donc, tu es dans une dynamique de comprendre aussi les groupes de mots dans ta phrase. Donc, tout ce qui est la manipulation syntaxique, après, ça va beaucoup nous aider lorsqu'on passe à l'écrit. Ah, ben oui, j'aime ça beaucoup. Et parlant de marche, une autre activité que j'ai utilisée cette fois-ci avec ma fille, c'était beaucoup quand on voulait générer des idées, on faisait ça en marchant. Donc, on disait: «Bon, je dois préparer un exposé oral sur tel sujet». Je vais: «OK, on va aller prendre une marche» et là, on avait un petit calepin, on prenait des notes pour, pas oublier ce qui était utile à conserver. C'est une autre façon justement de faire fonctionner le cerveau à son maximum quand on l'oxygène et qu'on bouge en même temps. Il y a des choses qui ressortent plus que si on reste assis devant une page blanche. Tout à fait. C'est certain que ça les aide. Là, si quand tu vas prendre la marche, c'est super parce qu'en fait, tu es vraiment, des fois, il faut un peu, on dit sortir la tête du guidon ou, tu sais, sortir, d'être dans un autre univers pour mieux réfléchir et enlever tous ces parasites et cette pression-là qu'on peut avoir avec le cahier, puis c'est comme tu dis, le syndrome de la page blanche. Et souvent, quand on entre dans des jeux aussi, hein, souvent, par exemple, on a des élèves qui disent: «Ah, j'ai pas une bonne mémoire» ou «Ça, c'est difficile». Puis on les entre dans un jeu, par exemple, que ce soit: «Je pars en voyage, qu'est-ce que je mets dans ma valise?» Puis là, on répète, tu sais? Puis ça peut être avec des gestes aussi. Je mets mon chapeau, je prends ma bouteille d'eau, puis on refait vraiment les gestes, on associe et après, quand on le retranspose, que ce soit, à l'écrit après avec nos idées parce que ça arrive quand on est plus grand. Nos élèves doivent se rappeler, par exemple, des étapes de l'introduction qu'on amorce, on va aller le dire, on va aller le diviser. Ça peut être très difficile aussi pour les élèves et on n'a pas toujours accès à un aide-mémoire. Donc, d'avoir des gestes et de le pratiquer un peu au quotidien ou en tout cas à la maison, ça nous aide après en classe. Ah ben oui, tellement stimulant. Puis les mathématiques, comment on fait ça, avec du mouvement? Moi, je pense aux petits, il y a beaucoup de manipulation, j'imagine, mais quand on grandit, comment on peut intégrer le mouvement pour, addition, soustraction, résolution de problèmes, ça se fait-tu? Ben oui, comme tu dis, il y a tous les petits, jetons, qu'on peut trouver sur le marché ou quoi. Mais moi, je dis toujours, si on peut être dans les intérêts de l'élève, c'est encore mieux. Bon, ça peut être d'avoir donc des petites voitures. On n'est pas obligé de rester dans du très petit parce qu'on a aussi des élèves qui ont certaines difficultés à manipuler de petits objets. Donc, on peut avoir aussi un objet plus grand. Ça peut être aussi des fois les notions des dizaines, d'avoir des enveloppes. Ça peut être de se déplacer, comme tu disais, les longs corridors. Et du coup, là, en mathématiques, dans les additions, alors on peut avoir, du matériel comme ça que ce soit les bases 10 ou d'autres objets qu'on va aller utiliser pour compter. Et bien sûr, dans les résolutions de problèmes, on peut les vivre ces situations-là en faisant aussi pas seulement le petit dessin, parce qu'aussi on a des élèves qui sont pas toujours bons en dessin ou en schéma donc on peut aussi avoir, la possibilité de se déplacer et de le vivre. Il faut mettre les enfants en scène par le corps. Bon, on a des élèves qui ont des difficultés dans le concept mathématique, mais aussi dans la lecture de la consigne, lecture, de livre, mais aussi dans la compréhension globale. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir des stratégies
pour le comprendre et après on peut la vivre. Donc, on peut aussi avoir ces objets-là et s'il faut aller les donner, OK, je vais aller les donner pour de vrai, puis je reviens, qu'est-ce qui me reste? Et c'est comme ça qu'après, petit à petit, on peut se délaisser de l'objet puis rentrer, sur le papier. Mais parfois, ça peut être un processus qui est très long et il faut vraiment passer par cette étape-là du concret. Les mathématiques particulièrement, c'est vraiment sur le concret parce que ce sont des fondements et après, lorsqu'on arrive aux fractions, lorsqu'on arrive plus tard dans tout ce qui est dans les probabilités, dans les statistiques, on a vraiment besoin d'avoir des bases solides. Donc, c'est important. Donc, d'avoir, par exemple, lorsqu'on est dans les additions, on a des fois des petites possibilités d'avoir comme une balance pour comprendre le phénomène aussi du plus, des égalités. Les enfants ont besoin de jouer avec le matériel pour comprendre ces notions-là de volume. Tout à l'heure, on parlait de sable pour les lettres, mais ça peut être de remplir aussi des contenants pour comprendre les sphères, tout ce qui est de la géométrie. Donc, par exemple, tu parlais tout à l'heure de tous les objets, ça peut être d'avoir des boîtes de mouchoirs, d'aller les représenter, d'aller les déplacer, d'avoir tout ce qui est concret et qu'on peut toucher pour ensuite passer au côté plus abstrait d'être sur une feuille avec le signe plus et les signes d'opération. Et pour les multiplications, il y a moins de compréhension, c'est plus, du par cœur, ça donne du fil à retordre à beaucoup d'élèves. As-tu des trucs qui bougent pour mémoriser les tables de multiplication? Donc, effectivement, les tables de multiplication ont souvent des trucs selon certaines. Donc, on a les doubles, on a les trois. Bon, il y a celle des 9 qui va souvent être utile avec nos élèves avec les doigts. C'est correct de les laisser faire parce qu'on veut aussi renforcer leur sentiment de compétence, de réussite, aussi, hein, de trouver des fois des trucs avec eux parce que les enfants, ils vont participer, ils vont s'impliquer et en s'impliquant dans leurs apprentissages, le truc il vient encore beaucoup mieux. Vraiment, si avec l'enfant, s'il a besoin de bouger, on le met en action, puis en classe, il va pouvoir faire son petit mouvement discret et pouvoir réussir. Mais ça se peut qu'il ait besoin de cette étape-là, puis c'est correct. Tous les chemins mènent à Rome, hein. Oui. Moi, il y avait un truc que j'avais utilisé avec quelques élèves, au niveau des tables de multiplication, où est-ce que l'enfant était rendu à la partie «Je teste ma maîtrise des tables» et ce qu'on faisait, c'est que les réponses étaient sur un palier dans le fond de la maison et les questions étaient dans un autre palier. Donc, si on disait 6 fois 4 et que l'enfant savait pas, ben, il devait courir jusqu'en haut, aller voir la réponse et revenir. Donc, ce que ça faisait, c'est que je pense qu'il y avait comme un instinct de survie qui, se mettait en place en disant: «Si je trouve pas la réponse, je suis obligée de monter jusqu'en haut puis de revenir». Donc, la loi du moindre effort s'appliquait. Je dois maîtriser, sinon je vais, courir. Fait que c'est le fun aussi. Ça fait comme: «Oh non, faut que je remonte en haut, je le sais pas encore». Ouais, puis il y a des règles après qu'on peut mettre, tu sais, des règles un peu des jeux maison comme ça un peu qu'on peut dire que à chaque fois qu'on monte sur une marche, bon ben là on le dit, tu sais, par exemple là, on n'a pas besoin de monter deux marches par deux marches parce qu'on fait la table des deux ou trois marches. Non, tu sais, on fait à chaque marche, mais on fait deux, quatre, six, puis on monte comme ça. Donc il y a plusieurs moyens de faire bouger l'enfant Ouais, tout en récitant. Parce qu'en fait, c'est comme un peu, tu disais tout à l'heure avec quand on fait les mots de vocabulaire, ouais. des fois, ça peut donc être ennuyant si on reste assis puis qu'on fait la discussion ensemble. Donc voilà, donc c'est d'avoir, là encore là, ton jeu de ballon fonctionne aussi. Donc le 2, 4, on le lance, 6, et suite. Donc, tout à fait, d'avoir des objets comme ça qui nous permettent d'être en action au travers de ces apprentissages-là. Ça peut être de le lancer aussi dans un panier de basket. Ah oui! Si l'enfant est très, très amateur de basket, donc d'aller toujours rejoindre son intérêt au ping-pong, et puis on le fait, en même temps. Ben tellement. Est-ce que tu as d'autres idées qui te viennent en tête, concrètes d'activités pour, certaines notions, académiques? On a aussi des élèves que parfois peut-être, votre enfant a des difficultés à faire toutes les règles de pluriel, tous ces accords-là, c'est un petit peu plus difficile, de savoir est-ce que c'est le S, le ENT. Donc ça, on va souvent aussi les faire bouger, nos enfants. Moi, je vous invite à leur demander à votre enfant de la mimer, cette phrase-là, pour bien la comprendre.
parce que souvent dans nos activités, il va être écrit d'encercler le sujet ou le groupe du nom, mais de faire vivre cette action-là à votre enfant pour bien la comprendre. Mhm. J'ai déjà vu aussi avec des bouts de papier là, qu'on manipule. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire manipuler l'enfant. Vous pouvez le faire écrire ou vous l'écrivez, vous découpez le mot plus gros. On refait la phrase en grand. On va aller déplacer ces petits papiers-là pour comprendre ces notions-là. Je disais, des fois, c'est ça, c'est qu'on va aller les déplacer pour aussi les distinguer, tout ce qui est des fois le masculin, le féminin, le pluriel, le singulier. Ils ont besoin que ce soit à peut-être 4 endroits de la maison ou de la pièce. On veut les séparer. Bon, mais ça va être mon local de féminin, là. Ma cuisine, là, est féminine, je mets ça là. Tu sais, fait que de comprendre un peu ces catégories-là, parce que c'est pas toujours simple. Pareil avec les pronoms. Soit on peut associer certaines pièces de la maison à ça, puis ça, on va les déplacer. Si je visualise bien, ce que tu suggères, c'est qu'on pourrait, par exemple, prendre des objets de la maison, disons un crayon, et c'est masculin, j'irais le porter dans la pièce du masculin, dans le salon, par exemple. Et ma tasse, j'irais la mettre dans la cuisine. On pourrait faire un petit jeu qui bouge et amener les objets dans la bonne pièce en fonction de leur genre. Tout à fait, tout à fait. Souvent, j'encourage les parents à mettre même des post-it souvent dans leur maison. Ben oui. Et ça, c'est très, très aidant pour les enfants. Déjà, les mots de vocabulaire, ben, ils vont les voir souvent. Après ça, quand on fait les mots, toujours d'avoir le déterminant devant pour mieux mémoriser. Mais là, les pièces aussi, ça te permet de te déplacer. Effectivement, que c'est un petit jeu. Et les verbes, faites-les en action. Nager, on le fait nager. Vraiment, les verbes, ce sont des actions. Alors, il y en a certains que ce sont des verbes d'état, bien sûr, qui sont beaucoup plus difficiles à comprendre, à conjuguer. On s'entend demeurer, je demeure. On le sait pas trop, hein. Certains verbes qui sont très difficiles à illustrer, mais ceux qu'on peut, on les met en action. Et souvent, c'est par ça qu'on va commencer. Et après, on peut rentrer dans le complément. Donc, déjà, on va aller dans une phrase de base. Et ça, pour les parents, je pense que s'il y a quelque chose à essayer là, demain, déjà de les jouer, ces phrases-là. Ouais. Ben, bonne idée, on est encouragés. Si on essaie de résumer les principes qui sont ressortis aujourd'hui, le mouvement pour soutenir les apprentissages, c'est bon pour les petits, c'est bon pour les grands. On peut enseigner en faisant, donc dans l'action pour aider à comprendre des notions. On peut bouger pour augmenter l'éveil, de l'enfant, donc rester plus dynamique dans son apprentissage, et avoir, plus de plaisir, que ça soit moins plate. Et on peut aller chercher des mouvements qui touchent les intérêts de l'enfant ou des objets d'intérêt pour l'enfant pour augmenter sa motivation. Est-ce que j'ai bien fait ça? Tu as tout bien résumé, vraiment, je confirme. Super. Fait que là, toi, tu travailles aux Philippines en ce moment. Tu travailles, par le biais de la distance, la téléorthopédagogie. Est-ce que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui souhaitent obtenir des services avec toi en orthopédagogie, est-ce que c'est possible, de notre côté, là, du Canada, de travailler avec toi? On a effectivement des familles qui sont au Canada, qui sont vraiment à l'international. On a une équipe de 9 orthopédagogues qui travaillent du Québec et on est dans l'accompagnement aussi d'orthopédagogues nouvellement formés en France pour aller rejoindre plus le fuseau de l'Asie. Oui, oui, bien sûr, c'est un service qui est en ligne de 5 à 21 ans, le plus grand qu'on a, pour favoriser l'accès aux ressources à toutes les familles qui soit qui ont décidé de partir à l'étranger pour le travail ou en voyage. De plus en plus, on a ça aussi, hein, les congés de 6 mois ou quoi. Donc, on vous suit là où vous êtes. Mais wow! Quel est le nom de ton entreprise? Je suis pas certaine que tu l'as mentionné. Ça s'appelle Aide-et-Art, Aide en orthopédagogie. On a aussi un podcast qui est Voyage vers la réussite scolaire où on reçoit des personnes qui ont des troubles d'apprentissage et qui réussissent malgré tout. Donc, bien sûr que si on peut vous aider, là, restez pas seul. On est là pour ça. Mais c'est magnifique tout ça. J'imagine qu'il y a de grands besoins, de grands services qui se développent chez Aide et Art. Beh, merci beaucoup Eugénie d'avoir pris
ta soirée pour venir jaser d'orthopédagogie, de stratégies qui bougent pour inspirer les parents, les enseignants et les intervenants qui accompagnent les enfants dans leurs apprentissages scolaires. À bientôt. Bye! À bientôt. Bye! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!